Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de la taxe des plus-values, mais sur les obligations, puisqu'on a de nouvelles informations qui sont sorties. Taxe des plus-values qui est en application depuis le 1er janvier 2026, mais dont le texte final et la loi finale n'est pas sorti. Les détails sortent au compte-gouttes. Aujourd'hui, je vais te parler des obligations et des ETF obligataires, tax renders, TOB, tous ces trucs-là, puisque on me l'a beaucoup demandé en commentaire, je ne savais pas répondre, je n'avais pas d'infos. Ici, on en sait un petit peu plus, même si, évidemment, petit disclaimer habituel, aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit, aucun conseil fiscal. N'oubliez pas que mes vidéos sont pédagogiques et que j'essaie de vulgariser des concepts, de résumer un peu ce que j'ai découvert dans l'actualité et mes réflexions personnelles en creusant tout ça. Donc, il peut manquer quelques infos et tout n'est pas acté tant qu'on n'a pas le texte final. Mais moi, ça me fait plaisir de savoir au fur et à mesure un petit peu vers où on se dirige et de savoir à quelle sauce on va être mangé. Petit rappel, une obligation, donc, tu n'achètes pas une part du capital de l'entreprise, ça ce sont les actions. Une obligation, tu fais un prêt à l'entreprise. C'est très différent, puisque si l'entreprise se casse la figure, ben, ton action ne vaut plus rien. Tandis que l'obligation, elle est quand même censée être remboursée, même si, bon, ça dépend évidemment lesquels et qu'il peut y avoir des défauts. Mais en gros, tu fais un prêt. Tu peux prêter à une entreprise, faire une obligation, tu peux prendre un bon d'État, prêter à un État, tu peux faire des bons de caisse, prêter à des banques, etc. Et à chaque fois, tu vas recevoir des intérêts au fur et à mesure. Et enfin, le remboursement de ton capital à l'échéance. Bref, là où je veux en venir, c'est que jusqu'ici, en Belgique, les intérêts de tes obligations étaient taxés à du 30%. On appelle ça le précompte mobilier. Les plus-values, elles, généralement, n'étaient pas taxées. Si tu étais en gestion en bon père de famille et que tu avais des obligations pures, puisque dans le cas d'un fonds investissant dans plus de 10% de produits de taux, la taxe renders s'appliquait, une taxe sur la plus-value de la partie obligataire. Donc assez compliqué cette taxe renders et apparemment ils n'ont pas décidé de l'enlever. Je sais pas, moi je suis pas aux réunions, mais... Et donc, ils vont apparemment pas l'enlever, mais on va en reparler. Cette fameuse taxe des plus-values de 10% sur tous les actifs, les crypto-monnaies, les ETF, les actions et les obligations. L'important, c'est de citer les produits concernés. On aurait les obligations d'État, donc les fameux bons d'État dont je t'ai parlé, les obligations d'entreprise, les bons de caisse des banques, les euro-obligations, les produits structurés avec une composante obligataire. On en a parlé avec la fameuse taxe renders et compagnie. Et ça vise évidemment la taxe sur la plus-value réalisée quand on vend et qu'on a effectivement fait un gain. Fameuse taxe renders, donc, qui taxe les fonds, les ETF qui investissent en plus de 10% de produits de taux. Eh bien, elle reste. Et ça, c'est... Ça veut dire qu'en principe, quand tu fais une plus-value sur un ETF ou un fonds obligataire, eh bien la partie productive d'intérêt, si c'est un fonds mixte, serait taxée à 30% via la taxe renders. L'autre partie, qui elle, du coup, n'est pas soumise à taxe renders, serait soumise à 10% de taxe sur la plus-value réalisée. Mais il prévoit donc cette petite ventilation et pas de cumul de la taxe sur le même montant. Donc tu ne monterais pas à 40% sur la partie obligataire, on est bien clair. Ça augmente considérablement la complexité fiscale. Moi, encore une fois, je ne fais pas de politique, mais si vous voulez mon avis, j'aurais juste augmenté la TOB et j'aurais laissé tomber toutes ces histoires. Ce qui m'amène à un point central, obligation détenue directement ou fonds obligataires. On aurait ici des différences très importantes, puisque les obligations classiques seraient taxées uniquement à 10% sur la plus-value avec la fameuse exonération de 10 000 €, alors que les fonds obligataires qui étaient déjà compliqués avant, d'accord, avec cette fameuse taxe renders, eux, ils seraient en plus avec cette double ventilation, ce qui va créer quand même une différence importante, non seulement en termes de taxation et mathématiques pures, mais surtout d'un point de vue administratif, où tu te dis, ok, il y a des gens, ils prennent pas ces produits-là juste parce qu'ils comprennent pas et ils disent, punaise, une double taxation ventilée, machin, non merci, on comprend rien. Alors que si tu penses que tout le monde est sur un courtier belge et qui s'occupe des taxes et tout ça et qu'on peut s'en occuper, ça, admettons, et encore. Mais ici, on oublie tous ceux qui sont sur des courtiers étrangers, des autres plateformes qui doivent eux-mêmes déclarer leurs taxes. Et donc le petit particulier, il va quand même s'amuser à jongler ici. J'essaierai de faire des tutos de toute façon pour essayer de voir ça le mieux possible. Et il faut que je trouve un fiscaliste. Si quelqu'un connaît quelqu'un, mettez-le en commentaire. Un fiscaliste expert dans la finance et ce genre de choses-là pour pouvoir faire une petite interview. Je peux me déplacer, je vais chez lui, on boit un petit café ou il peut venir à la maison. Et on va ensemble décortiquer tout ça. J'ai plein de questions à poser, tout ce que je vous raconte, à faire valider, à dire oui, est-ce que c'est bien comme ça que ça se passe? Et évidemment, je sais que moi, je donne des grandes idées générales et que souvent, il y a des cas spécifiques en fonction de ci, de ça. Tu vois, il y a plein de petites choses. C'est comme dans tout en fait, dans tout ce qui est juridique, il y a plein de cas spéciaux et de moments où la grande idée générale ne s'applique pas. Mais bref, je me comprends. Méthode de calcul, ça c'est intéressant. Ils ont un petit peu parlé, ils ont évoqué
un calcul selon la méthode FIFO, First In et First Out. Donc on pense qu'on pourrait prendre un prix moyen pondéré. Quand tu regardes sur ton application d'investissement, généralement tu as acheté à 100 €, tu as acheté à 150 et donc tu as un PRU, un prix de revient unitaire à 125. 100, 150, 125, c'est ton prix moyen pour tes deux actions. Et donc tu sais que tu as à peu près payé ça en moyenne. Même si tu n'as payé aucune action à ce prix-là, tu en as payé une à 100, une à 150. Quand on ajoute une taxe sur les plus-values, il faut du coup calculer sur quoi on se base pour cette taxe. Et certains pensaient que c'était le prix moyen pondéré, d'autres pensaient à la méthode LIFO, mais ça c'est très peu probable, où on prend les dernières entrées pour les premières sorties, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens ici. Par contre, on fait une méthode FIFO pour déjà certains éléments et dispositifs fiscaux dans d'autres domaines qui existent. Et ici, on a parlé de ça. Est-ce que ça veut dire que ce sera d'office ça pour tout? On n'en sait rien, mais en tout cas, ça vient ajouter une pierre à l'édifice, à nous dire, ok, on peut commencer avec conviction à se dire qu'ils vont mettre du FIFO un peu partout. Ce qui est un peu compliqué à calculer. En gros, tu dois prendre les first in, first out. Ça veut dire que les premières entrées sont les premières sorties. Donc, dans mon exemple, avec une action à 150 et une action à 100 €, c'est l'action à 100 € qui sort la première. Donc, si tu revends à 200, tu comptes une plus-value de 100 puisque tu comptes une plus-value sur ta première action, tu vois. À voir. On reste dans l'incertitude et l'expectative, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai revu passer l'histoire de l'exonération de 10 000 €. Donc ça semble quand même bien s'ancrer. Avec un plafond global de 15 000 €, si tu reportes cette exonération année après année, tu peux avoir un maximum derrière. Et jusqu'à 30 000 € donc pour un couple après plusieurs années, puisque chacun dans le couple a droit à sa petite exonération. Il y a peut-être un truc à faire de ce côté-là aussi. Une compensation des pertes, ça semble également être possible. Ça veut dire que si tu perds sur une position, tu es à moins 100 et que tu as gagné 100 de l'autre côté, en fait ça te remet à peu près à zéro, puisque du coup, tu ne paierais pas de taxe sur une plus-value alors que tu as eu une moins-value de l'autre côté. Ça paraîtrait quand même pas très juste, n'est-ce pas? Ensuite, il réappuie un petit peu sur l'histoire du opt-in et opt-out. Donc, le choix de est-ce que tu vas gérer ça toi-même ou est-ce que tu vas le déléguer à la banque qui va ponctionner automatiquement 10% et en fin d'année, tu devras déclarer et récupérer le trop payé puisque tu as droit à une exonération, ou est-ce que tu préfères le faire toi-même et éviter donc de faire une sorte de prêt à l'État? Ça dépend, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, tu tapes Goteco opt-in, opt-out ou même taxe des plus-values opt-in, opt-out, il n'y a pas 50 mecs à mon avis qui ont traité le sujet. Je vais conclure cette vidéo en disant qu'il y a encore plein d'éléments dont je t'ai pas parlé. Par exemple, certaines obligations, elles peuvent être remboursées avant l'échéance ou après l'échéance. Donc, comment est-ce qu'on calcule cette plus-value là aussi, puisque on l'a fait traîner ou pas? Est-ce qu'il y a un remboursement qui est juridiquement composé d'un contrat, pas d'une vente, et est-ce que ça compte comme une plus-value? C'est compliqué. Ici, apparemment, Yann Yambon a dit que ce serait imposable, ces différences-là. Donc, ça reste débattu. Le texte final n'est pas sorti. Autre subtilité dont on n'a pas beaucoup parlé, mais j'ai vu ça quelques fois en commentaire où on me posait la question, qu'est-ce qui se passe pour les plus-values en devises? Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer au moment où moi j'ai pris un truc en dollars ou en autre chose et qu'après ça se reconvertit en euros et qu'au total, je suis en perte au niveau du change et de ma devise, ou alors est-ce que je suis en gain et en plus-value grâce aux devises? Apparemment, la fiscalité se baserait sur le montant en euros. Donc, comment ça a été au niveau euro à l'aller et au niveau au retour. Encore une fois, on ne sait pas exactement, on n'a pas toutes les informations, mais ça donne des idées générales. On voit un peu plus où on se situe ici en termes des obligations. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à checker le premier lien en description. Je te dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.